pourquoi n'aborder l'histoire des villes au Moyen-Âge qu'à partir du XIe siècle? Essentiellement parce que c'est au XIe siècle que les villes vont connaître un essor en Europe occidentale tout à fait remarquable. Mon projet sera le suivant. Dans un premier temps, j'aborderai l'environnement des habitants, des citadins au Moyen-Âge, et ensuite, j'essaierai d'approcher de plus près la vie collective de ces mêmes habitants, en essayant de comprendre quelles étaient les différentes catégories sociales dans les villes, et ensuite j'aborderai quelques aspects essentiels de la vie collective, à savoir ce qui renforce la cohésion sociale, en particulier les fêtes, et d'autre part, j'essaierai également de comprendre l'avers de la médaille, à savoir les violences du XIe au XVe siècle en milieu urbain. Je vous l'ai dit d'emblée, les villes, à partir du XIe siècle, connaissent un essor tout à fait remarquable. Il est évident que l'essor des villes ne peut se comprendre que par un développement considérable des campagnes à la même époque, car on a longtemps eu tendance à dissocier l'histoire rurale et l'histoire urbaine, alors qu'elles sont intimement liées. Les villes ne peuvent pas vivre sans les campagnes. De la même manière, pour les campagnes, les villes constituent bien entendu un lieu où les produits, les céréales, peuvent être vendus. Donc il y a une interaction constante entre les villes et d'autre part les campagnes. On pourrait même dire qu'elles sont en symbiose. Même si il y a un élément concret du paysage qui les sépare, à savoir une enceinte. Effectivement, quand vous êtes à l'intérieur de la ville, vous ne disposez pas du même droit, du même statut que pour ceux qui vivent à l'extérieur, autrement dit les paysans. Donc il y a bien une différence entre le dedans et le dehors par rapport aux murailles de la ville, cela est sûr. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ville finalement? Alors la question est de savoir, ou plutôt d'éviter, de ne pas projeter des critères de la sociologie urbaine de notre époque et d'essayer de comprendre au fond comment les villes se sont construites. J'ai eu l'occasion, dans un entretien du mois de septembre 2018 qui a été enregistré, d'interroger un spécialiste de l'histoire urbaine médiévale et plus particulièrement de Bruxelles, à savoir Paolo Tchadoureles. Ce chercheur à l'université de Bruxelles expliquait devant la caméra que, contrairement à l'hypothèse, ou plutôt même à la thèse qui a été longtemps développée, l'origine géographique des villes est certainement, comment dirais-je, multiple. En effet, une ville, dans la plupart des cas, les villes dans la plupart des cas ne se seraient pas construites à partir d'un centre, mais à partir de plusieurs centres. Donc on peut considérer qu'il y a une origine polycentrée des villes. Ceci est un acquis de la recherche relativement récente. Alors une ville, c'est au départ un centre économique. De là se construisent, s'édifient des institutions, donc une ville c'est aussi un centre politique, c'est aussi un centre
religieux et en centre culturel. C'est effectivement à partir du XIIe siècle que les universités vont se développer et vont se développer à l'intérieur des murailles des villes. Une ville se définit aussi par une concentration importante de population. Donc une ville a une population beaucoup plus dense, bien entendu, que les villages du plat pays, de la campagne. Dans mon introduction, j'ai bien expliqué que mon projet était le suivant. Dans un premier temps, il va plutôt être question de l'urbanisme, et dans un deuxième temps, de ceux qui vivent dans la ville, à savoir les habitants, la population elle-même. Je commence donc par le paysage urbain. Quand on rentre dans une ville, ce qui frappe, c'est qu'il y a d'une part de nombreuses constructions et qu'il y a d'autre part des rues, des voies de communication qui ne ressemblent en rien à ce qui peut exister à la campagne, dans les villages en particulier. Alors, les rues. Ces rues sont enchevêtrées, elles sont étroites. Jusqu'à la fin du XIIIe siècle, certainement, ces villes sont des lieux où ce que nous appellerions les conditions élémentaires d'hygiène ne sont pas respectées. Effectivement, les immondices, les excréments sont jetés dans la rue, et quand je parle d'excréments, je ne parle pas seulement d'excréments humains, mais également d'excréments animaux, parce que dans les villes, on trouve des cochons, on trouve des veaux, on trouve différents animaux, et donc c'est peut-être difficilement de l'ordre de la représentation pour quelqu'un qui vit au XXIe siècle, mais c'était de l'ordre du quotidien, donc à cette époque-là, donc à partir du XIe siècle. C'est seulement à partir de la fin du XIIIe siècle, je disais, que les rues vont enfin commencer à être pavées, parce qu'auparavant, effectivement, il s'agissait de rues, comment dirais-je, en fait, qui étaient c'était des chemins de terre, en fait. Et lorsqu'il y avait une pluie, et a fortiori lorsqu'il y avait un orage, une pluie abondante, les rues se transformaient en véritables, comment dirais-je, terrains de boue, voire même torrents de boue à certains moments. Donc c'est à partir de la fin du XIIIe siècle que l'on va commencer à paver. C'est à partir de cette époque-là également que souvent des réglementations vont être prises dans les villes, en particulier concernant les immondices et concernant les animaux. Ce qu'il faut peut-être aussi préciser, et que l'on n'a peut-être pas obligatoirement en tête, c'est qu'il n'y a pas de trottoir au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime, donc jusqu'à la Révolution française. Effectivement, il faut attendre le début du XIXe siècle pour que l'on commence à avoir des trottoirs distinguant ainsi, d'une part, des passages surélevés pour les piétons et d'autre part, une allée centrale pour les chevaux ou pour les chariots, pour tout ce qui porte des marchandises. Donc c'est assez tardif tout cela. Donc on ne doit pas avoir une représentation avant le XIXe siècle des villes comme celles qu'on les imagine. Je vous rappelle quand même que jusqu'au début du XXe siècle, il n'y avait pas non plus de voitures dans les rues. Donc il y avait énormément de chevaux, ce qui explique quand même qu'aujourd'hui encore, dans les villes, vous avez encore des grandes portes cochères qui maintenant ont été transformées en garages, mais qui jadis étaient des écuries, ne l'oublions pas. Ou des entrées, en tout cas, de grandes cours où il y avait des écuries un petit peu plus loin. Ça, ce sont des éléments du paysage
qu'il est assez intéressant de noter, parce que faire de l'histoire, c'est rechercher des documents d'époque, bien entendu, mais ça doit servir aussi à nous faire prendre de la distance par rapport à des paysages que nous n'avons plus du tout l'habitude de rencontrer aujourd'hui, en tout cas en Europe. Maintenant, la vie dans les rues, et tout doucement j'arrive donc aux habitants, mais je vais d'abord aborder le bâti. La vie dans les rues. Alors pendant la journée, vous devez imaginer qu'il y a beaucoup de monde, que l'on se bouscule aussi, puisque les rues sont étroites, et en particulier les rues du centre, où se concentrent les ateliers, les boutiques, alors que la nuit, n'oubliez pas, il n'y a pas d'éclairage public. L'éclairage au gaz date de la deuxième moitié du XIXe siècle, et il faut alors attendre les années 1880 pour que, suite après l'invention de l'ampoule électrique par Edison, on commence d'abord à New York et ensuite dans les autres villes du monde occidental à avoir des lampadaires et de la lumière électrique. Donc tout cela est très tardif de nouveau. Donc la nuit, les gens hésitent à sortir de chez eux, en général ils ne sortent pas, ils ont peur parce que l'obscurité fait peur, et ensuite parce que c'est un moment privilégié pour les malfrats de s'adonner à des vols, à des crimes, le cas échéant, puisque ça leur permet de ne pas être vus et identifiés éventuellement s'ils sortent d'un domicile. Maintenant, nous passons au bâti. Nous sommes donc toujours dans cette première partie qui concerne donc l'urbanisme et donc l'environnement urbain. Alors le bâti, il faut distinguer d'une part les habitations privées et d'autre part les édifices publics. Les habitations privées, donc les maisons, autrement dit, vous devez imaginer que pendant donc cette période qui s'étend du XIe au XVe siècle, mais il y a évidemment une évolution sur laquelle je vais revenir dans un instant, les maisons sont faites de bois, elles sont faites de torchis pour la grande majorité, l'immense majorité des maisons, qui sont des maisons du peuple. Ces maisons sont en général étroites, les toits sont constitués de joncs, de toute une série de matériaux, de chaumes, qui ne garantissent pas, la plupart du temps, l'étanchéité, ce qui est tout à fait sûr. Donc, vous avez des toits de cette nature, seule la partie inférieure de la maison peut être en pierre, et c'est seulement de nouveau à partir du XIVe siècle que la pierre se généralise. On comprend que l'usage du bois est favorisé les incendies, lorsqu'il y en avait. Lorsqu'il y avait le feu quelque part, eh bien, il y avait un danger évident pour que plusieurs maisons s'embrasent, voire tout un quartier. En ce qui concerne la forme des maisons, je vous ai dit que ces façades sont souvent étroites, au grand maximum 6 ou 7 mètres. Les ouvertures qui sont pratiquées dans les murs sont peu nombreuses, et on le comprend, essentiellement pour se protéger du froid ou de la chaleur, le cas échéant, en plein été. Les vitres apparaissent tardivement, donc la plupart du temps, ces fenêtres sont béantes et elles sont à l'intérieur couvertes de peau, de tissus qui permettent donc la protection. Ensuite, il y a peu d'étages.
Au rez-de-chaussée, la plupart du temps, vous avez, s'il s'agit d'un commerçant ou d'un artisan, vous avez une boutique, un atelier, vous avez un étage, parfois deux, mais assez tardivement, à partir de la fin du XIVe siècle. Alors maintenant, en ce qui concerne les édifices publics doivent eux-mêmes être divisés en deux catégories. Tout d'abord, les édifices religieux et d'autre part, les édifices civils. Une ville au Moyen-Âge se caractérise en effet par la présence de tous ces édifices. Les églises sont très nombreuses. On trouve, il ne faut pas oublier que la religion est partout présente. Vous avez, à partir de la deuxième moitié du XIIe siècle et surtout au XIIIe siècle, la construction des grandes cathédrales, dont la construction va d'ailleurs se poursuivre au XIVe, au XVe siècle, voire au-delà. Il faut savoir que pour les habitants des villes, les cathédrales, c'est l'équivalent des gratte-ciel. Pour les New-Yorkais, les Américains qui vivent dans les années 1900, 1910, 1920, 1930. Ce sont des édifices gigantesques, à la plus grande gloire de Dieu. Et donc la présence du religieux est massive au sens premier du terme. À côté de ça, vous avez de nombreuses églises pour les différentes paroisses qui peuvent s'établir dans la ville. Et ces églises, d'ailleurs, vont se multiplier autant que la ville va s'étendre dans l'espace. Dans les villes qui comprennent plus de 1500 habitants, alors ça va vous paraître très très peu, ce sont des petites villes bien entendu, mais vous devez vous dire qu'au Moyen-Âge, les grandes villes sont très rares. Il y a bien Paris, effectivement, qui atteint 100 000 habitants, mais la plupart des villes, ce sont des petites villes aux environs de 3 000, 4 000, 5 000 habitants, grand maximum. On trouve donc dans ces villes également, outre les églises, des couvents. On trouve en général un couvent, certainement, dans les petites villes, donc déjà dans les petites villes, alors ne parlons pas des plus grandes. Alors des ordres religieux urbains se développent à partir du début du XIIIe siècle. Je veux parler ici des franciscains et des dominicains. Ces ordres mendiants ont pour mission d'évangéliser ou d'approfondir l'évangélisation des populations urbaines, alors que précédemment les clunisiens, les cisterciens avaient une autre mission. D'ailleurs, les bénédictins étaient établis essentiellement en milieu rural. D'ailleurs, parmi ces franciscains, parmi ces dominicains, vous avez des intellectuels qui vont se détacher, dont la mission est de prêcher, bien entendu, mais aussi d'enseigner dans les universités qui connaissent justement au XIIIe siècle leur apogée. Pensez en particulier à Thomas d'Aquin, à Albert le Grand, qui est antérieur, par exemple. Monuments civils maintenant. Alors, ces bâtiments civils apparaissent également disons, à partir du XIIe siècle essentiellement. Alors, ce sont des bâtiments XIIe, XIIIe siècle. Alors, ce sont des bâtiments qui, eux, ont une fonction qui est très différente, bien sûr. Il s'agit des hôtels de ville et des beffrois. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hôtel de ville? C'est ce qu'on appelle une maison commune. On parle aujourd'hui de maison communale, c'est-à-dire la maison qui est commune à tous les habitants d'une circonscription administrative donnée, en l'occurrence, donc au Moyen-Âge, ici dans les villes. On parle d'ailleurs d'hôtel, ce qui veut bien dire qu'il s'agit
Dans la notion d'hôtel, vous avez la notion d'hospitalité. Mais un hôtel de ville, c'est un lieu, un centre administratif et judiciaire où se réunissent les édiles de la ville. Les échevins ont une fonction à la fois politico-administrative et surtout judiciaire, il ne faut pas l'oublier. C'est ça l'origine de la fonction d'échevin, c'est une fonction judiciaire. On y trouve aussi les archives de la ville, le trésor de la ville. Et à côté de l'hôtel de ville, vous avez souvent, pas toujours, mais un beffroi. Alors un beffroi, c'est une grande tour au sommet de laquelle se trouve une horloge. C'est effectivement à partir du XIIIe siècle et surtout à partir de la deuxième moitié du XIVe siècle en Italie que les beffrois vont être ornés d'une horloge. Et cette horloge a une fonction je parle d'horloge mécanique cette fois, d'horloge mécanique, qui a une fonction concurrentielle par rapport au temps qui peut être donné par l'Église. Parce que autant les horloges, à partir du moment où on est passé d'un système où c'est le soleil qui permet de savoir à quel moment de la journée on se trouve, les horloges vont concurrencer en fait le temps donné par l'Église qui lui a une fonction essentiellement comment dirais-je, de donner les moments auxquels il faut prier toutes les 3 heures. Hein, parce qu'on parle souvent des 5 prières quotidiennes dans l'islam, mais il ne faut pas oublier également que dans l'Occident chrétien, ces prières devaient se faire plusieurs fois par jour. Je pense il y a d'abord prime, il y a les matines, il y a ensuite la 6e heure, puis il y a nonne, puis il y a les vêpres, enfin il y a tout un temps qui est donc fixé par l'Église et qui est donc un temps religieux. À côté de ça, vous avez donc un temps civil qui a une autre fonction qui est liée au développement des métiers, en particulier dans le domaine de l'artisanat dans les villes médiévales, et qui permet de calibrer le temps horaire. Aujourd'hui, l'heure, le temps horaire, reste une unité de mesure essentielle lorsque vous signez un contrat de travail. Vous travaillez 35 heures par semaine en France, vous travaillez 38 heures ou 39 heures en Belgique, le pays où je vis ici, et donc le nombre d'heures pendant lesquelles on travaille pendant la journée est essentiel. Il est essentiel de savoir à quel moment précis on va commencer la journée, à quel moment précis on va la terminer, de telle manière qu'il n'y ait pas de contestation entre le maître d'une part et les apprentis et les compagnons d'autre part. Donc, on est dans un souci de rationalisation, mais ce souci de rationalisation, il n'est pas gratuit, bien entendu, il permet d'équilibrer, comment dirais-je, et de donner un cadre juridique au rapport de force entre ceux qui possèdent les moyens de production et ceux qui ne possèdent pas, d'autrement dit, entre ceux qui sont exploités et d'autre part ceux qui exploitent des individus, des ouvriers. Donc c'est une invention qui est importante. Et cette horloge se trouve justement en haut du beffroi. Donc vous avez une concurrence entre d'une part le temps religieux donné par l'Église, qui est caractérisé par le fait que plusieurs fois par jour on entend sonner les cloches, et d'autre part, alors vous avez ce temps civil, ce temps profane qui est lié au monde du travail, temps qui est fixé donc par l'horloge du beffroi. Maintenant nous allons passer au comportement, à la vie, aux classes sociales dans les villes. Je vous ai expliqué
d'emblée, en introduction, que je souhaitais vous parler de deux aspects essentiels de la vie urbaine au Moyen-Âge. Tout d'abord, qui concerne essentiellement la vie collective, bien entendu. D'une part, essayer d'identifier quelles étaient les catégories sociales, peut-on d'ailleurs parler de classe sociale? Bon, là c'est à voir. Moi, je pencherais pour cette dernière hypothèse, l'existence de classe sociale, mais encore faut-il alors bien définir ce que c'est qu'une classe sociale, parce que c'est un mot passe-partout, et finalement, s'il s'agit simplement d'en faire un simple synonyme que du mot de catégorie, ben, autant utiliser ce dernier mot alors. Et d'autre part, étudier donc les moments remarquables de la vie quotidienne, c'est-à-dire ceux qui sortent de l'ordinaire, donc d'une part les moments de fête, les moments de divertissement, je dirais d'une manière plus générale, et d'autre part les moments qui sont marqués par la violence. Je commence donc par les catégories sociales. Plutôt que d'égrainer une liste de métiers, il me semble plus intéressant, ou de statut social, il me semble plus intéressant de les diviser en deux grandes catégories qui définissent véritablement la place de l'individu dans la société, suivant qu'il possède ou non les moyens de production, suivant qu'il est du côté de ceux qui possèdent le pouvoir, fût-il spirituel, et d'autre part ceux qui sont exploités, ceux qui n'ont rien en fait, et qui sont marginalisés et exclus par cette société dominante, voire au sein même de la société des dominés, par ceux qui ont un peu plus de chance qu'eux et qui peuvent travailler, qui sont eux-mêmes des salariés. Je commence donc par les dominants. Alors, ces dominants, on peut les diviser, je dirais, en deux catégories. Il y a d'une part les laïcs et il y a d'autre part les clercs. Alors, si je les distingue, c'est parce que les premiers possèdent un pouvoir de type matériel, tandis que les seconds ont un pouvoir essentiellement spirituel. Donc la notion de pouvoir n'implique pas obligatoirement que vous avez de la fortune ou que vous êtes riche. Je parle bien ici parce que si l'on prend le cas des clercs en particulier, il y a effectivement des prélats qui sont riches, sans aucun doute, mais il y a aussi des petits clercs qui, eux, voire des membres des ordres mendiants, qui n'ont aucune richesse, mais qui ont un pouvoir spirituel qui n'est pas négligeable à une époque où l'école n'a pas la place qu'elle a aujourd'hui, donc la formation à l'esprit critique est plus que limitée, c'est le moins qu'on puisse dire, sauf peut-être dans les universités, mais où règne quand même, en partie du moins, je ne veux pas choquer des collègues spécialistes de la philosophie médiévale, mais où règne quand même bien souvent le dogmatisme, c'est-à-dire qu'il y a des vérités que l'on ne peut pas contester, qui font partie de l'ordre établi, je dirais, en matière religieuse, essentiellement. Voilà, donc ici, je voudrais donc rappeler que dans ces villes au Moyen-Âge, le pouvoir spirituel est certainement plus important que dans nos sociétés actuelles. Alors, parmi ceux que j'appelle donc les laïcs, il y a deux catégories. Il y a d'une part les nobles et les patriciens, et il y a d'autre part ceux qui font partie de ce que l'on appelle le commun, c'est-à-dire le peuple. Mais il s'agit, comme on le verra, non pas de n'importe quel peuple. Il s'agit de ce que l'on pourrait appeler, mais cette dénomination n'a pas beaucoup de sens par rapport aux critères que j'ai définis tout à l'heure en parlant de classe sociale. On pourrait parler de classe moyenne, si vous voulez. Alors, parmi ces laïcs, il y a donc tout d'abord les patriciens. Cette noblesse peut avoir un rôle très important. C'est le cas, par exemple, dans les villes en Italie, déjà au XIe siècle, XIIe siècle, XIIIe siècle et au-delà. Cette noblesse, en fait, domine
Mais il va y avoir des conflits sociaux, hein, entendons-nous bien, hein, il ne s'agit pas d'une situation établie pendant les 5 siècles. Bien au contraire, j'ai pu étudier d'ailleurs dans une conférence enregistrée antérieurement ce qui s'est passé dans les villes italiennes au XIIe et au XIIIe siècle. Donc je ne reviens pas sur mon propos à ce sujet-là, mais les villes au Moyen-Âge en Italie dominent ce que l'on appelle le contado, c'est-à-dire l'arrière-pays, l'interland, et la noblesse joue un rôle tout à fait essentiel dans ce cadre-là. Alors les patriciens, alors entendons-nous bien, longtemps on a distingué la noblesse du patriciat, peut-être de manière exagérée. Parce qu'il y a plus d'un pont qui est établi entre ces deux groupes dominants à l'intérieur des villes. Il y a des mariages, il y a des intérêts communs. Alors les patriciens, ce sont des roturiers à l'origine, mais qui accèdent bien souvent d'ailleurs à la noblesse. Ce sont des roturiers donc qui ont fait fortune, qui à l'origine sont souvent comment dirais-je, des gens qui servent des princes, des personnages importants à la cour par exemple, mais pas seulement, ou auprès de nobles effectivement, qui ont amassé une certaine fortune et qui, parce qu'ils ont entre leurs mains un pouvoir économique important, désirent accéder à la direction, à l'administration, à la gestion de la ville où ils résident. Donc ils ont une concentration de pouvoir assez importante, tant sur le plan économique que sur le plan politique. Je pense en particulier, pour le pays où j'habite, à ces villes de Flandre, comme à Bruges, à Gand par exemple, où le patriciat, Bruxelles aussi, où le patriciat a une position très, très enviable, donc principalement donc, dans des villes drapantes, mais pas seulement. Alors je vous ai dit tout à l'heure que le peuple, il ne faut pas l'entendre dans le sens de la plèbe. Il faut bien distinguer les deux concepts. Le populus à Rome, d'ailleurs, c'était l'ensemble de la population. En Italie, le populo se distingue entre populo grasso, populo minuto. J'ai eu l'occasion de le développer, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une conférence enregistrée antérieure. Je n'y reviens pas. Et donc, le populo grasso n'a rien à voir, évidemment, avec ceux qui traînent dans les rues, bien entendu. Donc, il faut imaginer que ce commun lui-même est donc très diversifié socialement. On peut distinguer en gros deux grandes catégories. Il y a d'une part ceux qui ont une formation universitaire, des juristes, qui apportent le concours à l'administration de la ville. Je fais référence ici aux juges, je fais référence ici par exemple aussi aux greffiers et aux notaires. Maintenant, à côté de ces robins, puisqu'ils portent la robe, il y aura bientôt aussi des avocats, bien entendu. Il y a les commerçants, il y a les artisans. Ces artisans et ces boutiquiers ont leur boutique ou leur atelier de plein pied à hauteur des rues, mais par cela même, ils dérangent la circulation, et c'est la raison pour laquelle il va y avoir des réglementations qui vont être prises fin XIIIe siècle, XIIIe siècle, XIVe siècle, pour éviter qu'ils n'encombrent le passage. Les boutiques et donc les ateliers se trouvent au rez-de-chaussée. Les clients qui circulent dans la rue ont donc la possibilité de tâter, si je puis dire, directement les produits de ces artisans ou de ces commerçants, donc les boutiquiers.
Souvent, d'ailleurs, ces artisans et ces boutiquiers doivent, pour des raisons pratiques, se regrouper pour être près d'un puits d'eau, par exemple. Il y a certains métiers également qu'il est préférable d'ailleurs de pratiquer à proximité des enceintes. Je pense à ce qui concerne les métiers du cuir en particulier, puisque ça se sent assez fort. Voilà donc comment les choses se passaient. Alors, ils peuvent se regrouper aussi, alors là, à partir du XIIIe siècle, c'est très clair, suivant le type de profession qu'ils exercent. Il existe donc des associations de commerçants, d'artisans surtout, essentiellement des artisans, qui se regroupent dans ce qu'on appelle des corporations ou des métiers. En fait, ce sont des associations qui regroupent des petits patrons, voire des gros patrons, et non pas les salariés eux-mêmes, bien sûr. Les métiers au Moyen-Âge sont classiquement organisés en trois niveaux, trois grades. Les maîtres qui possèdent les moyens de production, et d'autre part les compagnons et les maîtres et les apprentis qui ne les possèdent pas, les compagnons étant au fond souvent d'une qualification pratiquement équivalente à celle des maîtres, sauf qu'il faut produire un chef-d'œuvre pour passer du grade de compagnon à celui de maître. Mais en fait, tout simplement, ce sont des ouvriers qui n'ont pas le sou et qui ne seront jamais maîtres pour des raisons financières. Parce que ça coûte trop cher de pouvoir s'outiller, d'avoir soi-même son atelier, et donc il ne faut pas y voir, comment dirais-je, un critère de compétences limitées, mais bien essentiellement une question de moyens monétaires, de moyens financiers, comme je l'expliquais il y a quelques instants. Alors, je vous ai parlé jusqu'à présent, parmi les dominants, des clercs, maintenant il s'agit des laïcs, maintenant il s'agit de parler des clercs, justement. Il est très difficile pour un citadin d'aujourd'hui d'imaginer le nombre de clercs qu'il y avait dans les villes médiévales. On sait, c'est bien connu, que le Moyen-Âge occidental est très imprégné du christianisme, mais on n'imagine peut-être pas à quel point ceux qui appartenaient aux ordres religieux étaient extrêmement nombreux. On en voyait partout dans les rues, de l'un et l'autre sexe d'ailleurs. Les clercs exerçaient différentes missions, des missions pastorales, tout d'abord, des missions d'enseignement aussi, mais alors surtout des missions liées à la charité, des missions donc caritatives, comme par exemple le soigner des malades dans les hôpitaux, même si les moyens étaient tout à fait rudimentaires, rejoignant ainsi un précepte chrétien, originaire, enfin venant du Christ directement, comme quoi on doit se soucier des petits, des faibles et des malades, justement. Donc cette part de leur activité est relativement importante à une époque où il n'existait pas de services sociaux publics, en tout cas, où il n'existait pas de sécurité sociale comme aujourd'hui, en tout cas dans nos pays. Espérons que ça dure encore pour un certain temps, parce que pour l'instant c'est mal parti. Maintenant, les dominés. Les dominés, ce sont ceux qui, au fond, ne possèdent rien. Ils ne possèdent pas de pouvoir sur le plan spirituel, et ils ne possèdent pas de pouvoir sur le plan matériel. Donc, ils sont vraiment tout nus. Eux-mêmes doivent être répertoriés en deux catégories. Il y a d'une part les ouvriers salariés, et je peux vous dire que les salaires étaient peu élevé, ce qui a suscité d'ailleurs un certain nombre d'émeutes et de grèves au Moyen-Âge, et plus tard aussi à l'époque moderne.
donc les ouvriers salariés, et parmi ces ouvriers salariés, on peut distinguer d'une part ceux qui sont qualifiés, et d'autre part des ouvriers qui sont journaliers ou saisonniers, donc qui ont l'équivalent, je dirais, de CDD, mais pour des périodes parfois extrêmement courtes, de quelques jours ou de quelques semaines, en fonction des besoins des patrons. À côté de ça, vous avez alors une catégorie qui se trouve en dessous dans l'échelle sociale, ce sont les exclus et les marginaux. Je commencerai par les marginaux. En fait, les marginaux et les exclus, ce sont des individus qui ne possèdent rien ou pas grand-chose. Je viens de citer d'ailleurs une catégorie parmi ces marginaux, ce sont les journaliers qui, entre deux périodes où ils travaillent, sont sans emploi. C'est une situation d'ailleurs qui se répand de plus en plus de nos jours. Il y a bien sûr les mendiants. Les mendiants sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Ils représentent un pourcentage très élevé de la population, parfois 20 ou 30%. Tenez-vous bien. Je ne dis pas que c'était comme ça dans toutes les villes, mais en tout cas, vous devez imaginer que si d'une part, l'on sépare les mendiants, ceux qui vivent de la mendicité, les vagabonds et ceux qui sont des clercs, eh bien la population, celle qui possède les moyens de production et ceux qui travaillent, c'est-à-dire une grande partie de la population quand même, représentent finalement peu de choses. Peu de choses. Il y a à côté donc de ces journaliers sans emploi, de ces mendiants, il y a ceux alors qui exercent des professions qui sont, dont on se méfie, comme les colporteurs étrangers. On se méfie beaucoup de l'étranger à cette époque-là. Il y a aussi les prostituées, dont on réprouve le métier, mais que l'on considère malgré tout comme un mal nécessaire, en particulier pour assouvir la jeunesse, en particulier celle qui n'a pas encore convolé en os. Et alors, tout à fait en bas de l'échelle sociale, c'est-à-dire ceux qui sont tout à fait exclus, il y a les juifs qui sont relégués aux professions dont ne veulent pas les chrétiens parce que leur religion leur interdit, tout ce qui est lié en particulier au métier de l'argent, mais pas seulement. C'est de cette époque-là, d'ailleurs, à partir du XIIIe, XIVe siècle, c'est le moment au fond où l'on a des noms de famille qui se mettent en place. D'ailleurs, avant le XIVe siècle, en général, on ne trouve pas de nom de famille, on a un prénom, qui est le nom d'ailleurs, et c'est tout. Tandis qu'à partir du XIVe siècle, les noms de famille commencent à s'imposer. Et c'est de cette époque-là que datent les noms qui sont soit des noms ridicules, qui sont donnés aux juifs. Pensez en particulier, on parle du capitaine Dreyfus, tout le monde sait qu'il était juif, mais si vous y réfléchissez bien, Dreyfus, en fait Dreyfus, ça veut dire celui qui a 3 pieds. C'était une manière de ridiculiser les juifs. On leur donnait souvent des surnoms qui étaient des surnoms pour les humilier. Et alors, il y a bien entendu toute la panoplie de noms qui sont liés à l'argent, Goldman, Goldberg, Silbergeld, donc ces noms fleurissaient en grand nombre, évidemment. À côté des juifs, il y a, alors encore plus réprouvés, ce sont les lépreux, pour une raison assez évidente. On les craignait, d'ailleurs eux-mêmes, lorsqu'ils circulaient en ville, comme les juifs d'ailleurs, ils devaient porter une petite sonnette et un signe distinctif, comme les juifs d'ailleurs, ce n'était pas l'étoile à l'époque, c'était une rouelle.
Donc on était reconnaissable donc à distance par le bruit que l'on faisait ou par un signe, donc c'était la vue et l'ouïe qui permettait d'identifier ces personnes qui étaient exclues tout à fait légalement de la société. Et alors il y a les fous. Il y a les fous. Même si le regard sur la folie a évolué au cours du temps, le fou est évidemment un personnage qui ne peut pas vivre de ses propres moyens, qui n'est pas autonome, que l'on enferme, ou en tout cas qui est complètement hors système. Après avoir tenté de catégoriser la population des villes au Moyen-Âge, en essayant de distinguer d'une part les dominants et d'autre part les dominés, en essayant de ventiler à l'intérieur de ces deux grandes catégories, d'une part ceux qui tiennent le haut du pavé ou qui ont pignon sur rue, c'est du Moyen-Âge que viennent d'ailleurs ces expressions, qui veulent tout dire, on comprend tout de suite, jusqu'à ceux qui travaillent donc pour pouvoir, comme indépendants, pour pouvoir vivre, et d'autre part les dominés qui, eux, ne possèdent rien que leur force de travail, voire ont même l'impossibilité d'exercer des fonctions de salariés parce qu'ils sont réprouvés par la société. Il s'agit maintenant d'aborder ces quelques aspects essentiels de la vie collective pendant l'époque médiévale dans les villes. Autrement dit, d'aborder la question des fêtes et des révoltes essentiellement. Alors, je vais d'abord aborder les divertissements. Les divertissements, on peut distinguer d'une part ceux qui relèvent du quotidien, donc les divertissements ordinaires, et d'autre part les divertissements qui sont plutôt de l'ordre exceptionnel, même s'il faut peut-être apporter une petite nuance. La slide, c'était peut-être moins exceptionnel qu'on pourrait l'imaginer aujourd'hui. Alors, parmi ces divertissements du quotidien, il y avait pour les hommes les tavernes. Ces tavernes avaient souvent mauvaise réputation. On y a pratiqué le jeu de dés. C'était des endroits de beuverie aussi. C'était des lieux où se concluaient des affaires dans le domaine du négoce. À côté des tavernes, il y avait un autre lieu, mais qui était mal considéré également, c'était les étuves, où l'on pouvait, le cas échéant, rencontrer des prostituées. Autre catégorie que je n'ai peut-être pas évoquée tout à l'heure, oui, j'en ai parlé tout à l'heure, des prostituées. Donc, c'était des lieux, si vous voulez, qui permettaient de changer, plutôt de donner un petit peu de vie au quotidien. Et d'autre part, il y a les spectacles. Quand je parle de spectacle, ici, je parle bien de spectacles publics, qui se donnaient souvent sur les places de marché, mais principalement devant les églises. Tout le monde a en tête, alors là ça concerne l'extrême fin du Moyen-Âge, le XIVe siècle, si mes souvenirs sont bons, le roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, hein, où l'on voit des saltimbanques, où l'on voit des jongleurs, où l'on voit des montreurs d'ours. Les jongleurs, d'ailleurs, ont une fonction qui est multiple. Ce sont à la fois des danseurs, ce sont à la fois des acteurs, ce sont à la fois des contes que l'on vient d'écouter. Donc ce sont des acteurs, des amuseurs publics polyvalents. Je ne trouve pas d'autres termes dans ma bouche pour l'instant. C'était des gens qui étaient craints, parce qu'au fond, ils avaient une parole publique qui était autorisée, mais à la fois l'Église et les autorités urbaines les craignaient parce que c'était des gens qui pouvaient, par leurs propos, le cas échéant à certains moments, être à l'origine d'émeutes.
il pouvait y avoir des mouvements de foule lorsque un jongleur, à un moment donné, critiquait, et ça faisait partie d'ailleurs j'allais dire, de leur métier en tant qu'amuseur public, les autorités, voire l'Église, de l'ironie pouvait être faite à ce moment-là. Ça pouvait conduire à des chahuts. Donc ils ne sont pas bien vus, et on le comprend directement pour l'ordre établi et pour ceux qui sont les garants de cet ordre établi. Maintenant, je vous ai dit que par divertissement exceptionnel, il faut être prudent. Pourquoi faut-il être prudent? Parce qu'il y a des spectacles qui, aujourd'hui, des événements, comme on dit, c'est un mot actuel, des événements publics que nous considérons aujourd'hui comme rares et qui, à l'époque, ne l'étaient pas. Il y a tout d'abord, alors là, ce n'est pas rare, ça se pratique toujours aujourd'hui, des événements d'ordre privé qui pouvaient égayer la vie quotidienne. Je parle des événements familiaux, baptême, mariage, obsèques. On est bien d'accord. Mais à côté de ça, il y a des événements publics, que ceux-ci soient d'ailleurs religieux ou civils, qui étaient plus fréquents qu'aujourd'hui, même s'ils restaient quand même exceptionnels par rapport à ceux que j'ai pu mentionner antérieurement. Alors, dans le domaine religieux, et j'ai insisté fortement tout à l'heure sur le fait que la société médiévale était profondément religieuse. Vous aviez une cérémonie qui s'est mise en place en 1264, c'est le pape Urbain IV qui l'a mise en place, c'est la cérémonie du Saint-Sacrement, qui va se répandre d'ailleurs et qu'on va pratiquer encore jusqu'à l'heure actuelle d'ailleurs. On pratique toujours la cérémonie du Saint-Sacrement dans certaines régions d'Europe ou d'Amérique latine, par exemple. C'est une cérémonie qui avait beaucoup de succès. À côté de cette cérémonie-là, il y avait d'autres fêtes religieuses, bien entendu, qui étaient célébrées en public. Et du côté civil, des événements civils, je ferai mention tout d'abord des événements princiers qui pouvaient se produire, naissance d'un prince, mariage d'un prince ou d'un personnage haut placé dans la hiérarchie féodale, par exemple le comte de Flandre, le duc de Brabant, pour ne parler que de la région où moi-même je donne cours, en Belgique, les entrées royales aussi. Les entrées royales qui avaient une double fonction. Les entrées royales avaient une fonction d'une part pour le souverain de montrer quelle était sa place dans la société. Ces cérémonies d'entrée royale se faisaient avec beaucoup de magnificence pour impressionner le peuple et les autorités locales. Et inversement, les autorités locales profitaient de cette occasion qui leur était donnée pour montrer leur fidélité par rapport au roi ou par rapport au duc ou au comte. Donc, ces événements ont une fonction, je dirais, de régulation des rapports sociaux et des rapports politiques, comme souvent d'ailleurs lorsqu'il y a des fêtes et des cérémonies publiques. À côté de ça, il y a des événements, toujours dans le domaine civil, des événements de nature judiciaire. Je pense au supplice et à la mort de ceux qui étaient condamnés, soit à l'échafaud, soit au gibet. Le petit peuple se régalait souvent de ces spectacles, tout cruels qu'ils fussent, et c'était un moyen, alors inconscient, entendons-nous bien, mais de réguler également et de canaliser les sentiments agressifs que la population pouvait avoir vis-à-vis des dominants, leur donnant un exutoire. Je reviendrai sur cette considération dans ma conclusion. Maintenant, les violences. Alors les violences
peuvent être d'ordre individuel, elles peuvent être sociales également. Quand je parle de violence individuelle, je fais référence ici, d'une part, au vol et au crime. Et j'ai eu l'occasion tout à l'heure de rappeler que la nuit est un moment particulièrement propice pour les voleurs et pour les assassins, puisqu'elle permettait d'opérer à moindre risque. Maintenant, pour les violences d'ordre social, il y a eu des émeutes au Moyen-Âge, il y a eu des grèves, il y a même eu des révoltes. Il n'y a pas eu de révolution, mais il y a eu des révoltes. Ces révoltes étaient matées assez rapidement. Donc la répression était l'outil qui permettait d'en finir avec ces tentatives, je dirais, peut-être pas de prendre pouvoir, mais en tout cas de manifester pour le peuple sa fureur, sa colère face à des mesures qui pouvaient être prises. Qui s'opposait lors de ces violences de type social? Ça pouvait être à l'intérieur même de la classe dominante, les patriciens et les nobles. Ça pouvait être au sein même des artisans, les métiers entre eux. Ça pouvait être aussi le moyen pour le peuple de manifester son mécontentement face aux autorités publiques. Donc, on peut dire qu'il n'y avait pas une cause unique, que les protagonistes de ces révoltes étaient divers, et donc il n'est pas possible d'en tirer une loi générale. Mais ceci dit, il y a eu des révoltes très très importantes qui ont eu lieu au Moyen-Âge, qui, comment dirais-je, mettaient en scène des groupes très différents. Je pense au milieu du XIVe siècle à Paris, Étienne Marcel. Je pense aussi à Florence, les Ciompi, qui étaient en fait des ouvriers qui travaillaient dans le domaine du textile. Cette révolte a eu lieu en 1378. Et je ne parle pas, bien entendu, ici des révoltes des campagnes, des révoltes rurales, puisque ce n'est pas mon objet, mais il y a eu ce qu'on appelle les jacqueries. Il y a eu aussi la révolte de Wat Tyler en 1381 en Angleterre. Mais ce n'est pas mon sujet. Voilà. Il est temps d'arriver à la conclusion qui sera suivie d'une présentation de quelques livres permettant de vous orienter dans vos lectures et de compléter vos informations. Conclusion. Je vais reprendre au fond les deux grandes parties de mon exposé. La première partie, on s'en souvient, portait sur l'environnement urbain, autrement dit sur le bâti, sur les rues, sur le décor. Pourquoi étudier aujourd'hui encore les villes au Moyen-Âge? Mais parce qu'elles ont laissé toute une série de traces, soit dans les bâtiments, mais pas toujours, mais en tout cas, très certainement, dans les noms des rues. J'habite Bruxelles, et près de la Grand Place, vous avez ainsi toute une série de rues qui portent le nom de professions. La rue des Drapiers, par exemple. Quand on va vers le sud de Bruxelles, enfin vers la gare du Midi, il y a la rue des Tanneurs, et je pourrais, rue des Foulons, etc., je pourrais vous en citer de nombreux à cet égard-là. Il y a également des rues qui portent le nom de marché, rue du marché au beurre, rue du marché aux légumes, etc. On retrouve ce phénomène, ces traces dans beaucoup de villes de l'Europe occidentale. Donc, ne fût-ce que pour cette raison-là, lorsque vous marchez en tant que touriste ou en tant qu'habitant d'une ville, vous vous promenez,
ben, ça peut susciter peut-être, enfin espérons-le, si vous avez un petit peu le temps de flâner, des réflexions quant à la localisation de certains métiers. Et la plupart de ces rues portent des noms qui remontent au Moyen Âge, justement. Donc ne fût-ce que pour cette raison-là, ne fût-ce que les enfants, les adolescents qui se promènent doivent apprendre à se poser des questions, ne fût-ce que pour cette raison-là, ne fût-ce que cela, il y a bien d'autres raisons bien sûr, il est indispensable de comprendre, d'étudier les sociétés urbaines au Moyen Âge. Alors maintenant, la deuxième partie de mon exposé portait sur la société elle-même, sur les habitants. Or, ces habitants, on a vu, possédaient des statuts divers et possédaient des conditions sociales très variées. On a vu que cette société urbaine est marquée par les inégalités, des inégalités très profondes. La pauvreté, même si elle est importante aujourd'hui, était beaucoup plus criante qu'aujourd'hui. Même si les inégalités ont tendance à revenir, à se creuser aujourd'hui, ça n'a quand même rien à voir avec l'immense misère que l'on pouvait trouver dans les villes à l'époque qui nous intéresse. Et j'ai eu l'occasion d'avancer, en tout cas une explication, quant à la haine ou à la réprobation, à l'humiliation de certaines catégories de la population. Je vous ai parlé tout à l'heure des prostituées, je vous ai parlé des étrangers, les colporteurs, je vous ai parlé des juifs, je vous ai parlé des lépreux, je vous ai parlé des fous. En fait, c'est une société qui pratique la discrimination, thème très d'actualité aujourd'hui. Les discriminations sont très importantes. Or, la fonction des discriminations, c'est de reporter sur l'autre des frustrations personnelles. C'est une manière aussi pour les classes supérieures de montrer leur supériorité par rapport à ces groupes exploités, on dirait aujourd'hui défavorisés, mais c'est un mot que je n'aime pas du tout parce que je trouve qu'il appartient à un vocabulaire qui relève de la charité et non pas de l'analyse sérieuse et sociologique des phénomènes sociaux. Donc voilà, on peut dire en fait que ces catégories d'individus que je viens de citer permettaient un exutoire à cette violence sociale qui était présente de manière au moins latente lorsqu'elle ne s'exprimait pas de manière manifeste lors d'émeutes, de grèves, etc., ce dont j'ai parlé dans la dernière partie de ce petit exposé. Donc au quotidien, pour pouvoir supporter la vie au quotidien, eh bien ça permettait de se défouler, comme on dit. Et c'est hélas une constante de toutes les sociétés, en tout cas des sociétés d'Europe occidentale, et l'on sait combien aujourd'hui il reste indispensable de légiférer. On ne devrait même pas légiférer, c'est un problème de morale, mais il est facile de faire la morale pour des gens qui sont pauvres, de leur dire c'est pas bien de traiter son voisin parce qu'il est noir ou parce que, pour je ne sais quelle raison, de le traiter d'étranger, de le réprouver, alors que soi-même, on n'a que la parole pour, comment dirais-je, se défouler. C'est un petit peu facile, hein. Voilà, en tout cas, moi je ne jetterai jamais la pierre, même si, en termes de concept, évidemment, je trouve ça tout à fait insupportable. Quand j'entends quelqu'un qui est raciste, mais écoutez, ce n'est pas en discutant pendant 5 minutes avec quelqu'un ou en lui jetant la pierre qu'on va résoudre le problème. Les conditions sont évidemment matérielles, sont sociales, sont économiques, et c'est là-dessus qu'il faut agir, bien sûr. Comme promis, je vous montre maintenant quelques livres, en partant tout d'abord d'une première catégorie d'ouvrages portant sur des ouvrages, j'appellerais, qui appartiennent aux généralités. Ensuite, j'aborderai l'histoire urbaine à travers 3 pays, les
comment dirais-je, des pays où les villes ont eu une place importante. Tout d'abord, les villes en Italie, du nord de l'Italie principalement, et du nord de la Belgique actuelle, autrement dit de la Flandre, car au Moyen-Âge, le nord de l'Italie et la Flandre, en tout cas la Flandre, ce qu'on appelle la Flandre occidentale et orientale aujourd'hui, je ne parle pas de l'ensemble de la région flamande, c'était deux pôles, en fait, le nord d'Italie et les régions donc la région, autrement dit, de Milan, la région, enfin tout le nord de l'Italie, si je puis dire, et alors en Belgique, les villes de Gand, d'Ypres, de Bruges, bien entendu, ont constitué des pôles de croissance extrêmement importants au XIIe et au XIIIe siècle. Et enfin, il sera question évidemment de quelques livres sur la France, avec deux ouvrages plus particulièrement qui portent sur des sujets plus précis. Je commence donc tout d'abord par un ouvrage de Jacques Heers, La ville au Moyen-Âge, dans la collection plurielle chez Hachette, de Patrick Boucheron et Denis Mangeot, sous la direction de Jean-Luc Pinol, La ville médiévale, dans la collection Histoire de l'Europe urbaine, dans la collection Point au Seuil. Donc c'est un ouvrage à partir duquel il faut partir aujourd'hui lorsque l'on s'intéresse à l'histoire de l'Europe, l'histoire urbaine. Pour l'Italie, deux ouvrages, trois même, Les villes d'Italie du milieu du XIIe siècle au milieu du XIVe siècle, Économie, société, pouvoir, culture, de Franco Franceschi et de Ilaria Taddei, dans la collection Amphi, Histoire médiévale, collection dirigée par Michel Kaplan chez Bréal. D'Élisabeth Crouzet-Pavant, Les villes vivantes, Italie, XIIIe, XVe siècle, chez Fayard. Et de Jean-Claude Hoquet, Venise au Moyen-Âge, dans la collection Guide belles-lettres des civilisations. Pour la Belgique, maintenant, alors des ouvrages qui datent, et il en existe d'ailleurs d'autres qui sont beaucoup plus récents, mais ce sont des souvenirs de mes lectures quand j'étais moi-même étudiant, et ils appartenaient eux-mêmes à une génération antérieure. Alors de Hans van Werwijk, Gand, Esquisse d'histoire rurale, dans la collection Notre passé. Dans la même collection de Fernand Vercauteren, Lutte sociale à Liège, XIIIe et XIVe siècle. Et bien sûr, un grand classique, les deux volumes, les deux tomes plus exactement, Les villes et les institutions urbaines d'Henri Pirenne. Bien entendu, il y a eu beaucoup de travaux depuis la mort d'Henri Pirenne au milieu des années 1930 du XXe siècle, c'est tout à fait clair, mais enfin, c'était un très grand historien, on est ébahi par tout ce qu'il a pu publier et sa vision tellement claire qu'il pouvait avoir de la société médiévale à son époque. Donc, ces ouvrages ont un intérêt essentiellement historiographique pour les trois derniers, mais bon, moi j'ai une petite larme à l'œil quand ça m'arrive de les reprendre. Alors, Histoire de la France urbaine, sous la direction de Georges Duby, tome 2, La ville médiévale, aux éditions du Seuil. De Bronislas Guérémec, Les marginaux parisiens au XIVe et XVe siècle, chez Flammarion dans la collection L'Histoire vivante. De Michel Mola et Philippe Wolff, Les révolutions populaires en Europe au XIVe et XVe siècle, en chant Flammarion.
où il est question justement de la révolte des Ciompi en 1378, je dis bien entre autres. Et enfin, le livre de Michel Mola, Les pauvres au Moyen-Âge, études sociales, chez Hachette, dans la collection Le temps et les hommes. J'ai dit.